Le palais de Versailles est l'un des palais les plus opulents au monde. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Bien qu'il attire environ 15 millions de touristes chaque année, ce site patrimonial, tant aimé, possède une histoire riche et étonnamment sombre. Au XVIIe siècle, le palais de Versailles était un spectacle d'horreur putride. Il y avait des excréments humains partout, et ce n'était même pas le pire. Restez à l'écoute pour en savoir plus à ce sujet plus tard. Si vous n'avez pas vu le palais de Versailles en personne, il y a de fortes chances que vous ayez vu sa salle des glaces scintillante dans un manuel d'histoire, ou peut-être dans l'un des nombreux films qui y ont été tournés. Depuis 1904, il a accueilli plus de 200 tournages de films, accueillant les visions artistiques de réalisateurs comme Vincent Minnelli et Sofia Coppola, parmi tant d'autres, et pour une bonne raison. Il ne fait aucun doute que les intérieurs inspirants sont un régal pour les yeux. Mais pour vraiment comprendre l'importance durable de Versailles, nous devons d'abord explorer ses débuts étonnamment modestes. Remontons le temps jusqu'en 1623, lorsque le roi de France était Louis XIII. Sous le règne de Louis XIII, personne n'aurait pu prévoir qu'un des domaines les plus magnifiques du monde s'élèverait un jour d'une zone humide boisée. En fait, sa cour jetait un regard dédaigneux sur le site, situé près du village de Versailles. Ici, le roi construisit un simple pavillon de chasse, mais la plupart estimaient qu'il était indigne de la royauté. Un courtisan, nommé François de Bassompierre, alla jusqu'à décrire le pavillon de chasse du roi de manière brutale. Il écrivit qu'il n'inspirerait pas la vanité, même au plus simple des gentilshommes. Bien sûr, le destin de ce site finirait par inspirer toute la vanité du monde. À la mort du roi, en 1643, le pavillon de chasse de Versailles avait été remplacé par un château. Son héritier, Louis XIV, âgé de 4 ans, était en passe de devenir le célèbre roi Soleil et transformerait finalement le château modeste de son père en un palais digne du pouvoir absolu du roi. Mais quelle fut l'étincelle initiale qui poussa Louis XIV à commander la construction de Versailles? En 1661, Louis XIV visita le château de Vaux-le-Vicomte pour assister à une fête somptueuse organisée par Nicolas Fouquet. La richesse exposée était absolument stupéfiante et souleva certainement des soupçons. Fouquet, le surintendant des finances, ne pouvait se permettre une telle grandeur qu'en raison de sa propension à piocher dans les fonds gouvernementaux. Bien que les agissements corrompus de Fouquet l'aient conduit derrière les barreaux, sa magnifique fête à Vaux-le-Vicomte planta une graine dans l'esprit de Louis XIV, une graine qui changerait le cours de l'histoire française à jamais. Louis n'était peut-être pas impressionné par son hôte, mais il fut absolument ébloui par la gloire écrasante de Vaux-le-Vicomte, à tel point qu'il engagea ceux qui en étaient responsables pour son propre projet. Ces travailleurs qualifiés incluaient l'architecte de cour, Louis Le Vau, le peintre Charles Lebrun et le jardinier royal André Le Nôtre. Ce fut le début du palais de Versailles, ce qui deviendrait un jour la résidence permanente du roi. Le résultat final de ce projet fut un exemple stupéfiant de l'architecture baroque française. À ce jour, le palais compte un nombre extravagant de pièces, 2300 pour être exact, couvrant une superficie de 63 154 mètres carrés. Bien qu'une visite guidée du domaine puisse donner l'impression d'une utopie royale, l'un des plus grands secrets du palais est que les conditions au XVIIe siècle laissaient beaucoup à désirer. Plongeons dans ce que c'était vraiment de vivre au palais de Versailles. Vivre au palais de Versailles, c'était être enchaîné à un rituel strict. Prenons par exemple le lever du roi. La simple action de se lever du lit le matin devenait une véritable performance. Pendant le lever, les membres de la famille royale et les courtisans importants remplissaient certains rôles pour préparer le roi et la reine pour la journée. Ces tâches pouvaient être incroyablement simples,
comme tenir un miroir pour que le roi puisse s'admirer ou lui présenter des vêtements spécifiques. Et ce n'était pas tout. De plus, une cérémonie similaire avait lieu le soir pour préparer le roi à se coucher. Il n'y avait pas de véritable intimité ici, car une foule écrasante, pouvant atteindre jusqu'à 100 personnes, assistait à ces événements. Un courtisan confessa qu'il fallait être absent le moins possible au lever du roi. Assister à ces rituels pouvait aider les nobles à mieux se faire connaître à la cour. Non seulement les courtisans devaient aider le roi à s'habiller, mais ils devaient eux-mêmes respecter un code vestimentaire rigide. Louis XIV était un homme très pointilleux et voulait que les choses soient faites à sa manière. Il insistait pour que les membres de sa cour portent des vêtements spécifiques selon l'événement ou l'heure de la journée. Par exemple, pendant le souper, les hommes devaient manger en portant leur chapeau. Dans l'ensemble, les vêtements portés à Versailles n'étaient pas du tout confortables. Oui, les soies magnifiques et les robes étouffantes pouvaient être agréables à regarder, mais cela ne signifiait pas que ceux qui les portaient n'avaient pas envie de se débarrasser de toutes ces couches. Cependant, comme tout à Versailles, il n'y avait pas grand-chose à faire, sinon suivre les règles ou en subir les conséquences. Le roi Louis XIV était très attaché à sa loyauté envers les industries textiles françaises. Il croyait en la promotion de la mode française et des artistes qui créaient les vêtements. À tel point que lorsqu'il découvrit que son fils avait porté quelque chose qui n'était pas fabriqué par un créateur français, il mit le feu à la tenue. Avec ses jardins luxuriants et ses salles dorées, le palais de Versailles pouvait sembler l'image de la richesse en surface. Mais la vérité sordide était que son odeur ne correspondait pas toujours à son apparence. Prenez une profonde inspiration, car nous allons découvrir tout ce qui concerne l'hygiène à Versailles. Malheureusement, la plupart des Français du XVIIe siècle croyaient que l'utilisation d'eau chaude était extrêmement malsaine. Selon le livre Louis XIV, le vrai roi soleil, d'Aurora von Goethe et Jules Harper, la croyance commune était que l'eau chaude affaiblissait le corps et élargissait les pores, permettant ainsi aux maladies d'entrer. Partout, pas seulement en France, les gens trouvaient plus sûr et meilleur pour la santé de se laver rapidement plutôt que de se tremper dans une baignoire. Même le roi Louis XIV se baignait rarement. Il est rapporté qu'il n'a pris que 2 bains au cours de ses 76 ans. Cependant, tout n'était pas perdu pour le roi Soleil. Il prêtait au moins une certaine attention à son hygiène, se lavant les mains le matin, utilisant une serviette pour se nettoyer et appliquant du parfum. Puis, il y avait la question délicate de l'utilisation des toilettes. Comme beaucoup de choses dans la vie de Louis XIV, son temps sur les toilettes n'était généralement pas privé. Pendant qu'il faisait ses besoins, il était assez courant qu'il invite des invités à l'accompagner. Et rappelez-vous, ce n'était pas une toilette à chasse d'eau, mais simplement une pièce spéciale avec un pot de chambre. Le roi n'était pas le seul à avoir une chaise percée privée. Si un noble occupait une place élevée dans la hiérarchie de la cour, il avait probablement son propre pot de chambre. Cependant, tout le monde n'avait pas cette chance. Bien sûr, il y avait des pots de chambre, mais la question de savoir s'il y en avait assez pour tout le monde était une autre affaire. Gardez à l'esprit que Versailles accueillait souvent plus de 10 000 personnes. Cela incluait des royaux, des nobles, des travailleurs gouvernementaux, des officiers et des serviteurs. Vous voyez, en plus des potes de chambre personnelles, il y avait aussi des latrines mises à disposition du public, mais elles ne pouvaient tout simplement pas répondre à la forte demande. Et la quantité énorme d'eau usée faisait déborder ces latrines. En conséquence, cela provoquait un cauchemar putride, les déchets s'infiltrant dans les sols et même suintant dans les pièces adjacentes. Mais ça empire. Il semble que la sombre vérité sur le palais de Versailles était qu'il avait un problème d'excréments humains. Les pots de chambre étaient simplement jetés par les fenêtres,
et même les royaux n'étaient pas à l'abri de ces vidanges peu cérémonieuses. Il est rapporté que même la reine Marie-Antoinette fut touchée par le contenu d'un pot de chambre alors qu'elle résidait au palais. Cependant, les excréments volants n'étaient même pas le spectacle le plus choquant. De nombreux courtisans au palais abandonnèrent simplement l'idée de trouver des latrines pour faire leurs besoins et s'accroupissaient où bon leur semblait. Un récit de la princesse Élisabeth Charlotte, en 1702, illustre ce point. Les gens postés dans les galeries devant notre chambre, pistonnés dans tous les coins. Il est impossible de sortir de son appartement sans voir quelqu'un uriner. Cependant, en ce qui concerne les témoignages de première main, ce n'est même pas le pire. Une description de la vie au palais de Versailles prouve à quel point il était vraiment répugnant. Les odeurs désagréables dans le parc, les jardins et même le château donnent la nausée. Les passages communicants, les cours, les bâtiments et les couloirs des ailes sont pleins d'urine et de fesses. Un boucher de porc égorge et rôtit ses cochons au pied de l'aile des ministres tous les matins. L'avenue de Saint-Cloud est couverte d'eau stagnante et de chats morts. Face à une situation très nauséabonde, les courtisans trouvèrent un moyen de la combattre. Pour ceux qui vivaient au palais, la meilleure façon de se débarrasser d'une mauvaise odeur était de la masquer avec une bonne odeur, ou du moins d'essayer. Les courtisans se couvraient de parfums, mais malheureusement, mélanger deux odeurs puissantes aggravait probablement le problème. Les chats prirent également leur quartier au palais. Certains étaient des animaux de compagnie, tandis que d'autres étaient sauvages. Avec autant de déchets, les rongeurs abondaient, ce qui attirait à son tour les chats sur le domaine. Mais ces créatures adorées ne firent qu'aggraver les conditions d'hygiène. Tout comme leurs propriétaires, ces chats faisaient leurs besoins, où bon leur semblait, et ils mouraient également, où bon leur semblait. Leur corps poilu jonchait une rue. Cependant, ils n'étaient pas les seuls à causer des nuisances. Entrent en scène les poux. Grâce à Louis XIV, les perruques étaient extrêmement à la mode pendant son règne. Après tout, il en portait une lui-même pour dissimuler sa calvitie. Cependant, les cheveux et les perruques étaient également un terrain de reproduction idéal pour les poux. La plupart des hommes se rasèrent la tête et portaient une perruque, ce qui était le moyen le plus simple de gérer les infestations de poux. Il n'était pas nécessaire de passer par le processus laborieux de retirer les poux de leurs cheveux, mais il suffisait de faire bouillir leurs perruques. Les femmes, en revanche, avaient généralement une chevelure complète, ce qui rendait les poux beaucoup plus problématiques. Même s'asseoir pour savourer un repas à Versailles n'était pas sûr. Les normes de préparation des aliments auraient probablement fait bondir tout le monde aujourd'hui. Étant donné que de nombreux courtisans souffraient de parasites intestinaux, il y a de fortes chances que les choses n'étaient pas toujours propres en cuisine. Cependant, même Louis XIV eut des expériences horrifiantes liées à la nourriture qu'il mangeait. Bien que le roi lui-même avait l'habitude de se laver les mains, il souffrit également de son lot de vers solitaires. Il est rapporté qu'il en expulsa un, qui mesurait près de 15 centimètres. Il s'avère qu'il y avait une bonne raison pour laquelle la cour de Versailles s'était forgée une si mauvaise réputation. Vous voyez, elle n'était pas construite sur les meilleures de fondations et aurait été bien mieux lotie si elle avait été proche d'une rivière courante qui aurait pu évacuer tous les déchets loin du site. On pourrait aussi pointer du doigt le roi Louis XIV lui-même. Lorsqu'il décida de s'installer définitivement à Versailles, au lieu de se déplacer entre ses cours royales, il imposa un fardeau énorme aux épaules des gardiens. Désormais, il n'avait plus de période de répit pour se consacrer au nettoyage en profondeur du palais et de ses terrains. Au lieu de cela, les ordures et les déchets commencèrent à s'accumuler. Non seulement le palais de Versailles était un désastre, mais la forêt qui l'entourait cachait également des secrets scandaleux.
Lorsque la cour s'installa définitivement à Versailles, elle attira des gens de toutes classes, et la forêt devint un lieu parfait pour qu'ils se mêlent et s'accouplent. La forêt qui bordait les terrains devint une sorte de lupanar à ciel ouvert où les gens allaient satisfaire leurs appétits de plaisir. Les gens commencèrent à accepter de l'argent en échange de services intimes, ce qui poussa le roi à les qualifier de pécheurs. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Le roi Louis XIV était une véritable diva, avec un titre comme le roi Soleil. Il n'est pas étonnant qu'il appréciait la chaleur de l'attention qui venait avec le fait d'être sur scène. Dans le cas de Versailles, cela signifiait qu'il y avait des productions, des ballets et des danses dont lui et ses courtisans faisaient partie. Les jardins devinrent le lieu de certains des ballets les plus grandioses imaginables. En plus de la danse, ces productions élaborées intégraient l'art, la musique et des animaux vivants. Mais pour Louis, elles faisaient également partie d'une autre stratégie. En faisant participer ses courtisans à ces danses, Louis pouvait mieux les contrôler. Il les gardait aussi occupés que possible, les empêchant ainsi de conspirer entre eux et de comploter contre lui. Cependant, en ce qui concerne les spectacles à Versailles, le plus inconfortable était peut-être lorsque la reine, enceinte de leur héritier royal, entrait enfin en travail. Ce n'était pas une occasion privée. Pas du tout. En fait, les portes étaient grandes ouvertes. Le 19 décembre 1778, la reine entra en travail. Une cloche retentit dans le palais, alertant tout le monde de l'occasion spéciale. Et bientôt, les courtisans commencèrent à se diriger vers ses appartements. Une foule commença à s'amasser dans la pièce où la reine accouchait et au-delà. Tout le monde voulait avoir une bonne vue de la naissance. Lorsque Marie-Antoinette accueillit sa petite-fille, Marie-Thérèse, l'agitation des spectateurs atteignit une telle intensité que la reine perdit connaissance. Sachant à quel point Versailles pouvait être répugnant, il n'est pas étonnant qu'un fléau au palais soit devenu l'inspiration pour le nom d'une couleur. Avez-vous déjà entendu parler de la couleur puce? Cette couleur brun-rougeâtre a une origine peu ragoûtante. En 1775, Marie-Antoinette porta une robe d'une couleur très particulière. C'est Louis XVI qui l'avait fait remarquer, déclarant qu'elle était similaire à la couleur d'une puce. Cependant, ce n'était pas la seule couleur à Versailles à recevoir un nom malencontreux. Maintenant, malgré la vérité nauséabonde sur Versailles, il représentait toujours l'excès des cours royales. À l'époque du règne de Louis XVI, le peuple de France en vint à ressentir la manière dont les riches vivaient dans le luxe pendant que les pauvres mouraient de faim. Les citoyens français étaient particulièrement critiques envers Marie-Antoinette, qui finit par se forger une réputation dangereuse. Les gens pensaient que leur reine dépensait trop d'argent pour des désirs frivoles comme la mode et le jeu. Par conséquent, lorsque la Révolution française éclata en 1789, Versailles devint une cible facile. Versailles avait une magnifique porte d'entrée dorée qui subit les conséquences de la colère du peuple. Le gouvernement révolutionnaire donna l'ordre de la démolir complètement. Ce n'est qu'en 2008 qu'un projet de restauration redonna vie à la porte, construite avec 100 000 feuilles d'or.